Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose donc de poursuivre. Je suis Lou Herman et vous êtes bien toujours sur Radio Anthropocène en direct et en public depuis le Musée des Beaux-Arts de Lyon. La remarquable exposition Étretat par-delà les falaises donne à voir à travers l'histoire de l'art la beauté sidérante de ces falaises de craie et de silex, des façades rocheuses sublimes constituées il y a plusieurs dizaines de millions d'années sous l'eau par sédimentation progressive. Ce que montre cette exposition, c'est aussi la constance de ce qu'a produit ce spectacle géologique dans le regard des artistes qui n'ont cessé de la peindre depuis le 19e siècle, une constance qui pourrait nous faire croire à la permanence de ce paysage. Et pourtant, comme le reste des territoires littoraux de France et du monde, les falaises d'Étretat reculent sous l'effet de l'érosion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir François Sabatier, géomorphologue du littoral, enseignant-chercheur à l'Université Aix-Marseille, chercheur au laboratoire du CEREJ, si je ne me trompe pas, responsable du Master Coast et directeur adjoint de l'Institut Océan. Enfin, presque. Je crois que ça a changé au 1er janvier, mais vous travaillez toujours à l'Institut Océan. François Sabatier, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on s'alarme aujourd'hui à Étretat, mais ailleurs aussi, de ce phénomène d'érosion du littoral. Pourtant, ce n'est pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, la forme actuelle des falaises d'Étretat, ce découpage merveilleux en arches, en aiguilles, en portes, a été produite il y a quelques milliers d'années par l'érosion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit d'abord quand on parle d'érosion, et puis ce qu'il y a peut-être de nouveau aujourd'hui qui justifie cette inquiétude? Alors, en tout cas pour Étretat, c'est une falaise, donc une côte à falaise. La particularité du recul des côtes à falaise, c'est qu'elle recule par à-coups. Donc, on ne peut pas donner de vitesse. Enfin, on peut donner des vitesses moyennes, on peut dire 30 cm par an, mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que la falaise va rester stable pendant des dizaines d'années, puis elle va reculer de 3 mètres d'un coup. Et c'est comme ça que fonctionnent les falaises, parce qu'elles s'écroulent. Alors, l'exposition, quand même, elle nous donne la chance de bien comprendre les mécanismes de l'érosion sur les falaises. Puis je peux vous parler de l'érosion des plages aussi, évidemment. Parce que sur la plupart des tableaux, on peut voir les 4 étapes d'une érosion sur une côte à falaise. Alors, si on pouvait avoir une image, c'est pas grave. Alors, je vais vous les décrire. Comme vous connaissez bien les tableaux, vous allez voir, c'est facile. En fait, la première étape, c'est que quand on a comme ça une côte rocheuse, surtout celle-là, parce que ce sont des calcaires un peu spécifiques, c'est de la craie. La craie, c'est assez sensible à l'érosion, à la dissolution. Donc, la première étape, c'est qu'on a d'abord des grottes qui se forment. Sur la plupart des tableaux, on voit d'ailleurs une grotte. Et puis d'ailleurs, le site est connu pour ça, puisque la grotte qu'on pouvait visiter est fermée. Mais donc, premier stade d'érosion, on a une grotte. Et puis l'érosion continue. Et puis cette grotte grandit et on a une arche. Et l'arche, on la voit beaucoup sur les tableaux. Ce qui va causer vraiment la grotte et l'arche, c'est quand même l'érosion, mais pas trop liée à la mer. La grotte, c'est plutôt l'érosion liée aux processus continentaux, la pluie, le gel, la gravité. Et puis cette arche, au bout d'un moment, elle continue de s'éroder et l'espèce de voûte qui se trouve au-dessus finit par s'effondrer. Et donc, en s'effondrant, vous isolez en mer ce qu'on voit sur certains tableaux, un crochon. Alors au début, il va garder la même hauteur et puis ensuite il va disparaître dans le temps. Bon, tout ça, c'est un processus qui va prendre plusieurs milliers d'années. Et sur les œuvres qu'on peut voir à côté, eh bien, en fait, on a plusieurs milliers d'années de recul. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir voir ça, ces 4 étapes, la grotte, l'arche, le crochon, et puis ensuite tout ce qui reste, une espèce de petit piton qui finira par disparaître. Donc du coup, on peut imaginer où était le rivage il y a plusieurs milliers d'années, au niveau du reste du rocher qu'on peut voir sur les tableaux. Donc ça, c'est l'érosion donc des milliers d'années en arrière. Et aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe qui explique cette inquiétude qui est un peu généralisée, qu'on retrouve dans les médias? On assiste à un phénomène d'accélération de l'érosion des littoraux français et dans le monde? Alors, on en parle beaucoup, on voit beaucoup de reportages, d'informations sur les journaux où on parle de recul du rivage. En France et dans le monde, la plupart des côtes reculent. Les vitesses de recul, pas sur les côtes à falaises, mais sur les plages, c'est plutôt quand on a des vitesses 30 à 50 cm, ce sont les vitesses, on dirait, plutôt basses. Et quand on arrive à peu près à 3 mètres par an de recul, à l'échelle mondiale, on est dans des vitesses plutôt élevées. Quelques exemples. Les endroits qui reculent le plus vite en France, le delta du Rhône, c'était à certains endroits 10 mètres par an. Donc 10 ans, 100 mètres, donc vous imaginez des reculs très importants. Alors ce recul du rivage, il va s'expliquer de plusieurs manières. La première raison, c'est que votre rivage, il a plus d'apport de sédiments. Il n'y a plus de galets, il n'y a plus de sable, il n'y a plus de limon qui arrive. Dans le cas où, par exemple, sur les cours d'eau, soit on a construit des barrages, tout le monde connaît le barrage d'Assouan en Égypte qui a bloqué les sédiments et le delta du Nil qui recule aujourd'hui. Donc quand on cure les cours d'eau, quand on extrait des graviers pour des constructions par exemple, eh bien en fait on va priver ensuite le rivage de ces sédiments. Donc une première cause de l'érosion, c'est qu'on a diminué artificiellement les apports de sable. Ensuite, une seconde cause de l'érosion, enfin non, la cause générale de l'érosion, c'est qu'en fait, l'érosion, d'un certain sens, n'existe pas puisque c'est un déplacement de matière. Et ce déplacement, il se fait selon deux axes. Un axe perpendiculaire, soit vers le large, des courants qui apportent les sables vers le large, et là ils sont perdus généralement. Soit, quelquefois, les sables, les sédiments sont envoyés pendant les tempêtes côté terre, dans les zones basses, soit ils sont transportés sur le côté. Et quand ils sont transportés sur les côtés, eh bien souvent, quand on a une zone d'érosion un peu plus loin, on a une zone où la côte avance. Mais tout ça est assez modifié aujourd'hui, sur la majorité des littoraux français et sur beaucoup de côtes, par les actions humaines, les ports, les digues, les brise-lames, les épiques, qui modifient les courants et qui peuvent ponctuellement augmenter l'érosion. Et est-ce que le réchauffement climatique agit aussi dans le sens de cette accélération de l'érosion? Alors, l'accélération de l'érosion, on ne la mesure pas partout. Sur les côtes méditerranéennes françaises que je connais le mieux, on ne voit pas d'accélération de l'érosion. En revanche, quand vous avez une plage qui a une certaine largeur, si vous avez construit un endroit, eh bien, quand votre plage rétrécit, vous recevez de plus en plus souvent des tempêtes, puisque le rivage est de plus en plus proche. Donc, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de tempêtes. Donc, il faut, sur ces aspects-là, il y a quand même une dimension subjective de la perception de l'érosion, des dégâts que ça peut causer. Donc, il faut objectiver Enfin, c'est notre travail, c'est d'avoir des mesures précises qui permettent de définir si on a une augmentation ou pas des vitesses de l'érosion. Alors je vais continuer avec peut-être des choses à objectiver, peut-être des images, mais moi j'avais en tête l'idée d'une montée du niveau de la mer due à la fonte des glaciers, et puis aussi j'ai lu que l'eau se réchauffe et que l'océan se dilate, prend plus de place. Ça a un impact? C'est ça. J'avais pas fini de répondre à votre question en fait, mais vous venez de me la reposer. C'est à peu près la même. C'était sur le rôle du changement climatique sur l'érosion. De manière générale, par rapport aux prévisions que font les collègues climatologues, les collègues climatologues, pardon, le changement climatique, on est simplement au début. Si je suis cynique, je dirais que la fête n'a pas encore commencé. Et malgré ça, l'érosion est quand même déjà présente. Tout ça pour dire que les problèmes d'érosion, de gestion de l'érosion, ils n'ont pas eu besoin du changement climatique pour exister. On les gère, surtout c'est les services de l'État en France qui s'en occupent, aidés par des collectivités locales territoriales, depuis, on va dire, les années 50. Et donc ces problématiques d'érosion, de recul du rivage,
elles sont connues, gérées avec succès ou malheur, quelquefois. Mais à cela vient aujourd'hui s'ajouter un phénomène important qui est celui de l'accélération de la montée de la mer. La mer monte plus vite. Alors, quelques chiffres pour fixer les choses. Au XXe siècle, on peut considérer que la mer montait à peu près de 1 à 2 mm par an. En fait, on a utilisé des marégraphes. Le plus ancien en France, c'est le marégraphe de Brest. C'est un appareil qui mesure le niveau de l'eau en permanence. On fait un traitement statistique sur ce niveau de l'eau. Et ensuite, on obtient des valeurs. Donc, la montée moyenne au XXe, c'est 1 à 2 mm par an. Aujourd'hui, avec les mesures dont on dispose, qui sont un peu plus précises, ou du moins plus globales, on est à peu près à 3,3 mm par an. Donc, on a pratiquement doublé la vitesse à montée de la mer. Dans le premier quart du XXIe siècle, on a doublé la vitesse du XXe. Et ça, en fait, ça va avoir une conséquence directe. C'est que la mer monte, et tout le monde imagine que la mer monte, elle va en noyer les secteurs bas. Pas exactement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais d'abord, je réponds à votre première question. Donc, la mer en montant, quand vous avez une tempête aujourd'hui, qui va atteindre une digue, une maison, une dune à 3 mètres d'altitude, dans 100 ans, quand la mer aura monté d'1 mètre, la même tempête, elle atteindra 4 mètres. Donc, les tempêtes, elles sont peut-être plus fortes, mais en tout cas, même si les tempêtes sont les mêmes, vu que la mer monte, elles vont atteindre des niveaux de plus en plus hauts. Et donc, du coup, on a fait des estimations. Bon, c'est un petit peu à l'emporte-pièce ce que je vous dis, mais c'est quand même des ordres de grandeur qui peuvent fixer les choses. C'est que, vous savez, souvent pour les crues, on parle de crues centennales. Et pour les tempêtes, on peut faire pareil, on peut parler de la tempête centennale, de la tempête décennale. Bon, aujourd'hui, la tempête centennale, sur un site, on sait estimer sa force et elle se produit statistiquement une fois par siècle ou en Méditerranée, par exemple, les tempêtes centennales, effectivement, si on regarde les données, eh bien, on pense qu'on en a eu 1, 2 ou 3. Donc, les statistiques sont quand même assez fiables. Bon, mais ces tempêtes centennales, elles vont devenir des tempêtes décennales à la fin du XXIe siècle. Donc, elles vont se produire 10 fois plus. Les tempêtes décennales se produiront aussi de manière annuelle. Tout simplement parce que le niveau de la mer monte. Pas parce que les tempêtes sont plus fortes, parce que le niveau de la mer monte. Par exemple, en Méditerranée, pour l'instant, on a montré que les tempêtes ne sont pas de plus en plus fortes. Mais comme la mer monte, on va les percevoir, on va les ressentir, on aura des impacts de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Donc, l'étude de ce phénomène que vous êtes en train de nous décrire repose sur une science de l'observation. Donc, vous avez parlé de cette mesure du niveau de la mer, mais il y a aussi l'observation de la limite entre la terre et la mer. Or, c'est une limite qui est une limite mouvante. Au-delà de l'érosion, une limite qui bouge en soi, le front de mer va bouger avec les saisons, avec les marées, avec les épisodes météo, les tempêtes. Quels sont les outils des chercheurs pour construire cette observation sur le temps long et être capable justement d'identifier, au-delà de ces variabilités conjoncturelles, des tendances fortes d'évolution qui vous font dire, par exemple, que nous ne sommes qu'au début de la fête? Alors, je vais parler pour l'observation des plages et non pas pour le climat, parce que c'est des collègues climatologues qui pourraient véritablement vous répondre. En tout cas, nous, les travaux que je réalise dans mon équipe ou que réalisent mes collègues, c'est qu'on observe l'évolution du trait de côte. Le trait de côte, c'est finalement cette ligne qui représente la limite entre la partie terrestre et la partie sous-marine. C'est une limite qui bouge pas beaucoup en Méditerranée, parce que vous n'avez pas de marée, mais c'est une limite qui bouge beaucoup plus quand vous avez une marée qui va bouger plusieurs fois par jour. Et un des outils qui permet de mesurer ça, ce sont par exemple les cartes anciennes, les photographies aériennes et aujourd'hui les images satellites. On peut utiliser des images satellites à haute fréquence, pratiquement toutes les semaines, pour regarder l'évolution du trait de côte. Ça nous permet de voir son évolution, et bien souvent son recul, et de pouvoir dire, cet endroit, ça recule de 3 mètres par an, celui-là, 1 mètre par an. Donc,
On fait des prévisions en fonction de ces vitesses passées, connues, robustes, et dans une certaine mesure, on peut de cette manière-là projeter ce recul du rivage. Et c'est pas exactement de la prévision de la position future du rivage, mais c'est de la projection sur les vitesses passées de la position du rivage. Voilà ce qu'on peut faire. Et ce recul du rivage qu'on vit, que vous projetez, en quoi c'est un problème ? Alors, ou plutôt pour qui c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème seulement pour les sociétés humaines ? On sait qu'il y a une forme de littoralisation de l'urbanisation, que les côtes sont des endroits particulièrement habités. Est-ce que c'est aussi un problème pour les écosystèmes et pas seulement pour les paysages, c'est-à-dire ces écosystèmes qu'on observe comme des décors, mais aussi pour les autres vivants avec qui on cohabite ? Alors, que le rivage recule pour les écosystèmes, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, sur le milieu littoral, vous avez tout un gradient où vous passez de la zone intertidale, donc la zone à marée, la plage, la dune. Derrière, bien souvent, vous avez des zones basses avec des lagunes, et puis ensuite le milieu continental. Donc, si tout ça recule, tout ça a reculé depuis 18 000 ans, sans que ça pose de problème d'un point de vue de biodiversité ou d'écologie. En revanche, il me semble que nous sommes des sociétés humaines qui vivent sur Terre. On s'est implanté sur les littoraux et pour de bonnes raisons. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, la difficulté, c'est qu'on est en train de confronter deux dynamiques, plutôt une statique, c'est-à-dire les activités humaines. Quand vous construisez une ville, un port, une zone industrielle ou portuaire ou des habitations, eh bien, ça se déplace aujourd'hui moins vite que ce que recule le rivage. Donc l'État, les collectivités ont en charge d'harmoniser tout ça. Et selon les secteurs, ça peut être compliqué. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit lutter contre la mer ou bien se résigner à reculer à mesure qu'elle avance ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on peut tout faire. La vraie réponse est qu'est-ce qu'on veut faire et combien on veut y mettre. On peut très bien dire aussi, finalement, depuis 40 ans dans cette zone, on a déployé des moyens, la puissance publique a investi pour protéger cette zone. Finalement, c'est plus intéressant, on arrête et on laisse reculer. On peut aussi considérer qu'on peut mixer les techniques de ralentissement du recul du rivage. Et aujourd'hui, on va plutôt dans ces directions-là. Jusqu'à présent, les techniques, c'était ce qu'on appelle techniques lourdes en enrochement, des digues, des épis de brise-lames, qui peuvent fonctionner à condition d'investir régulièrement des finances pour entretenir les ouvrages. Vous construisez un mur de rochers et effectivement, le rivage ne recule plus. Si vous êtes dans une station touristique, votre plage disparaît au pied, bon, vous pouvez vous interroger sur finalement est-ce que ça valait le coup de maintenir ce mur de rochers. Donc on se dirige aujourd'hui vers des solutions différentes qui s'appellent des solutions fondées sur la nature, qui nous viennent de l'écologie, où l'idée c'est d'utiliser le fonctionnement naturel comme un tampon dans ce cas-là, face à l'érosion. Est-ce que vous avez des exemples ? Voilà. Alors, plusieurs exemples. Un simple qui a fait ses preuves, qui est assez robuste en Méditerranée. En Méditerranée, vous avez une herbe, une plante qui pousse dans les fonds, l'herbier de Posidonie. C'est une plante plutôt verte qui tapisse toute la Méditerranée, tous les fonds. Elle peut remonter jusqu'à 1 mètre et elle peut descendre jusqu'à pratiquement une bonne centaine de mètres. Et en fait, sa présence, c'est une matte qui fait quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, de hauteur, pardon. Elle va limiter l'action des vagues. Les vagues, quand elles vont passer par-dessus, elles vont perdre leur énergie parce que sous l'eau, vous avez ce petit mouvement ondulatoire. Donc ça, vous réduisez la force des vagues. Et puis à l'automne, cette plante perd ses feuilles, transportée par les courants, elle se retrouve sur la plage. Ça crée des banquettes. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent, c'est plutôt de couleur grise. Ça plaît pas trop aux touristes, mais c'est plutôt gage, c'est plutôt la preuve d'une bonne qualité de l'eau. Et cette accumulation de feuilles
Je dis des feuilles parce que ce ne sont pas des algues. Sur la plage, ça va protéger la plage des tempêtes. Pendant l'hiver, les grosses vagues qui vont arriver, elles vont d'abord taper sur cet herbier et ensuite sur le sable. Donc naturellement, ce sont des processus qui protègent de l'érosion. Et depuis maintenant quand même une bonne vingtaine d'années, certaines communes ont choisi de ne plus les enlever l'hiver et de les laisser, et elles les enlèvent quand débute la saison touristique pour que le touriste qui vient là trouve une plage de sable tamisée, parfaite, comme il peut le voir dans les magazines, mais qui n'est pas la plage naturelle. Voilà. Et si on revient à Étretat, qu'est-ce que ça pourrait être à Étretat des solutions fondées sur la nature de préservation, restauration, je ne sais pas quel est le bon mot, de ce rivage, parce qu'il y a quand même un côté assez définitif à l'éboulement. On ne peut pas vraiment restaurer la falaise qui est tombée. Vous venez donc de Marseille, où il y a peut-être quelque chose, un parallèle à faire avec les calanques, ou alors je me trompe complètement? Alors, déjà, je ne vais pas donner une solution là aujourd'hui sur Étretat parce que j'ai des collègues et puis des spécialistes qui sont de cette zone-là. Ensuite, une arche, une fois qu'elle s'est écroulée, vous ne la reconstruisez plus. Voilà. Bon, je sais qu'on peut tout faire aujourd'hui. On peut même faire des stations de ski dans le désert. Néanmoins, ce n'est pas toujours la meilleure idée. Donc, pour le parallèle entre Étretat et les calanques de Cassis, en fait, effectivement, ce sont deux sites bien connus en France, dans le monde d'ailleurs, parce que ce sont des belles falaises. Étretat, la roche, c'est de la craie. À Cassis, c'est un calcaire un peu plus dur, on appelle ça un calcaire urgonien. Et du coup, le phénomène d'érosion est différent. Et par exemple, les calanques de Cassis, si vous y allez, dans chaque calanque, en fait, vous avez des petites plages qui sont dans des petites baies. Nous, on appelle ça des plages de poche, et qui sont en fait des parties basses dans le prolongement de vallées sous-marines, à un moment où la mer était plus basse, 100 à 120 mètres plus basse, et où on avait un cours d'eau qui coulait par là. Et aujourd'hui, la mer est montée, elle a ennoyé ces zones-là. Et la différence aussi, c'est que entre ce calcaire-là et les craies d'Étretat, c'est que à Cassis, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un calcaire, un karst, c'est-à-dire un calcaire qui est très dissous, qui forme des grottes. Ce qu'on a beaucoup moins, ou du moins elles sont très différentes, sur le plateau de Caux, à Étretat. Et ces grottes-là, elle est bien connue parce que c'est la grotte Cosquer. Et d'ailleurs, il y a un musée qu'on peut visiter, très bien réalisé, et qui en fait était habité à l'époque où le niveau de la mer était plus bas. La grotte Cosquer, aujourd'hui, elle se trouve à peu près à l'entrée à 30 mètres de profondeur. Et donc, c'est bien la preuve que dans le temps, le niveau de l'eau monte, et puis il finit par ennoyer, dans cet exemple-là, la grotte. Vous m'avez confié, en amont de la préparation de cet entretien, que vous vous serviez parfois d'un tableau de Van Gogh pour illustrer l'érosion côtière dont on parle. C'est le tableau Barque de pêche au Sainte-Marie, un tableau peint en 1888 au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc sur ce littoral de Camargue. Pourquoi cette toile, et de manière peut-être plus générale, comment la peinture elle peut servir ce projet de la transmission des savoirs sur l'érosion? Alors, en fait, c'est vrai que j'utilise souvent un tableau de Van Gogh qui s'appelle « Les pêcheurs au Sainte-Marie-de-la-Mer ». Donc, si je vous le décris rapidement, vous avez des barques de pêcheurs posées sur la plage, sur une très grande plage, et tout au loin, on devine les Sainte-Marie-de-la-Mer. Je crois que c'est 1886, enfin bref, c'est à une époque où on n'a pas encore de carte au Sainte-Marie-de-la-Mer, et on sait qu'il a peint ce tableau devant la Sainte-Marie-de-la-Mer. Et la première carte dont on dispose indique que le rivage se trouvait à 1,5 km, donc sans le savoir, le peintre, il nous donne une image de la position du rivage à l'époque, certainement à près de 2 km. Donc depuis pratiquement 150 ans, le rivage là-bas a reculé presque de 2 km. Aujourd'hui, quand vous êtes au Sainte-Marie-de-la-Mer, vous êtes les pieds dans l'eau. Vous avez la plage au pied de la ville.
Au 19e, la plage se trouvait beaucoup plus loin. Et donc, du coup, c'est intéressant d'utiliser ce tableau-là parce que, tout à l'heure, je vous ai expliqué sur les tableaux comment fonctionnent les falaises d'Étretat, mais pour cet endroit-là, cette plage-là, il décrit aussi sur la plage des encoches avec du sable jaune ou jaune foncé. Ce sable jaune foncé, on sait qu'il indique la présence de courants d'érosion. Parce qu'en fait, le sable jaune clair s'en va, il reste que le jaune foncé. Et ces encoches indiquent aussi la présence de courants d'érosion. Donc, sans le savoir, le peintre nous montre, avec ce tableau-là, et nous montre une côte en érosion. Et c'est vraiment un indicateur, et on peut du coup dater au moins l'érosion depuis cette période-là. Merci beaucoup François Sabatier, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, merci, au revoir. Et donc à suivre, restez avec nous, un entretien qui prolonge notre discussion sur une autre forme d'érosion, qui est l'érosion de notre monde sonore. C'est Penser l'effacement avec Camille Ronat par Indra Kratokvil. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.